Hello hello, ici Léa Misfoulé et on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui j'accueille Benjamin Nérial, entrepreneur depuis plus de 20 ans, qui a connu plusieurs pivots, plusieurs recommencements et notamment un dépôt de bilan à 25 ans. Benjamin se confie vraiment dans cet épisode sur son parcours de cette SARL de commerce de chevaux qu'il a dû liquider à cette période où il pesait 58 kilos et il se demandait s'il allait bosser chez McDo. Jusqu'à aujourd'hui où il accompagne des entrepreneurs à prendre la parole en public avec son programme Ostaconf. C'est un épisode qui est très émouvant. Benjamin se confie pour la première fois sur ce qu'il a pu vivre il y a bientôt 20 ans. C'est un épisode aussi sur les risques réels de l'entrepreneuriat, mais surtout sur la résilience, sur la capacité à se relever de tout et sur cette liberté qu'on cherche tous. Sur cette audace, cet élan que Benjamin porte vraiment dans sa personnalité. Cet épisode est très inspirant, vous allez voir. Avant qu'on démarre, si tu aimes Wellness Impact, abonne-toi à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne louper aucun des épisodes et laisse-moi un petit avis sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Ça me donne vraiment de la force de savoir que le podcast te plaît. Allez, on y va. Et salut. À Salut chaque fois que je Léa. commence les podcasts, toujours, tu sais, je dis toujours salut, mais sauf que en fait, on était en train de parler juste avant. C'est ça, mais on fait quand même genre salut, comment vas-tu? Je vais bien pour répondre et enchaîner avec ta question. Je commence à péter le micro. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va aussi, ça va aussi. Je suis très content de te parler, je suis très content qu'on ait ce rendez-vous de podcast, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, depuis le temps en plus que je voulais t'inviter sur Wellness Impact. On a énormément discuté tous les deux de pas mal de thématiques dont on va parler aujourd'hui, à savoir la perte de sens, l'arrêt d'une boîte, les vécus émotionnels. Bon, c'est chargé quoi, comme Ouais, toujours sur Wellness Impact. T'es prêt? je suis totalement prêt. Bon, en plus, pour la petite anecdote, Benjamin m'a confié que c'est la première fois qu'il va se confier au micro de quelqu'un par rapport à son histoire. Donc merci pour cette exclue, si je peux me permettre cette C'est expression. ça. Une excluse pour toi, pour vous, pour les auditeurs. Déjà, Benjamin, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Oui, je peux. J'ai 43 ans, moi je vis dans le Périgord et j'accompagne des gens depuis quelques mois à prendre la parole en public, à créer des conférences et donc du processus du message en passant par l'écriture jusqu'à le fait de le délivrer sur scène. Donc ça, c'est mon accompagnement. Donc j'ai une posture un petit peu de coach, mentor, accompagnant là-dessus. Et voilà, et en fait ça c'est un chapitre qui s'est ouvert à la fin 2025, donc c'est assez récent. Avant j'ai passé 3 ans à travailler plutôt à accompagner les solopreneurs à oser se rendre visibles de manière plus large, notamment réseaux sociaux et se libérer du regard des autres, assumer une identité, donc un petit côté un peu plus, mindset. Et avant ça, moi j'étais essentiellement formateur en hypnothérapie. Voilà, pour faire juste les 3 derniers chapitres, pour parce qu'il y en a eu d'autres avant et on va en parler un peu, mais voilà. Oui, on va effectivement en parler dans quelques minutes. Mais d'abord, moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as fait plusieurs pivots. Oui. Hem, Ce serait quoi les points communs, que tu vois dans ces pivots? Est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent dans ces décisions de: «OK, là, c'est bon, je pars sur une autre aventure»? Alors absolument, il y a des schémas, pour moi, il y a une notion d'essoufflement de quelque chose, de lassitude, j'ai fait pendant, je pense, je dirais 9-10 ans, le volet formateur en hypnose. Donc c'était très confortable, c'était très, rodé, ça me demandait pas beaucoup de travail, je connaissais mon sujet, je connaissais les clients, c'était pas à moi en plus de faire le marketing, j'étais juste le formateur et à un moment donné, ça pétillait moins, ça quand je voyais les dates dans l'agenda, je disais: «Ah putain», Ouais, tu traînais j'avais des pieds, pas quoi. trop envie d'y aller, donc je le faisais. Après quand j'étais avec les clients et tout, franchement, j'étais là, mais j'ai eu cette espèce de c'est comme un truc progressif où il y a un équilibre,
Alors au début, moi, c'est vraiment la passion, j'adore et tout. Après voilà, c'est chouette et puis tout d'un coup, il y a un truc qui se déséquilibre dans le sens un petit peu de lassitude, d'ennui, de trucs un peu répétitifs et d'envie, à un moment donné, de créer, de me donner un nouveau challenge de vie et hem et ça, c'est les pivots et j'ai pas dit tous les pivots parce qu'avant j'ai travaillé dans le monde du cheval et à l'intérieur de cet univers, j'ai aussi eu plusieurs pivots. Mais les points communs, c'est ça, avec quelques éléments en plus qui peuvent s'ajouter, hein, de la vie extérieure. Par exemple, dans l'univers du cheval, ce qui m'a fait pivoter après sur le développement personnel, c'était aussi une lassitude physique, tu vois? Mon corps en avait ras-le-bol aussi parce que c'était très physique. Mais c'est ça, globalement pour moi, c'est ça y est, ça ne m'anime plus, ça ne m'intéresse plus trop et même si je maîtrise, même si c'est confort, je allez, on change. Et c'est quoi ton process de décision quand tu décides de passer à autre chose? Oh là 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 là, alors là, alors moi je suis Balance au niveau astrologique, donc la décision, c'est tout à fait mon point fort, donc je passe des mois à en parler à tout le monde, aux amis, aux collègues, aux frangins, à mes parents. Je veux l'avis de tout le monde, moi, je suis très référence externe et 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 après j'ai l'impression, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais c'est que ça se fait tout seul. C'est je me dis toujours: «Mais comment ça va se faire? Comment ça va se passer?» Genre c'est flou, j'ai pas du tout une vision claire. Il y a des gens, ils ont, tu sais, la vision, clac, rétro-planning, dans ça, moi je fais ça, 3 mois c'est ça, 6 mois c'est lancé, business plan. Moi, c'est pas du tout comme ça. C'est, j par exemple, je réfléchis au premier pivot de passer de formateur en fait à, donc comme j'étais freelance pour une boîte de formation. Donc vraiment le côté confortable, c'est-à-dire que comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais aucun marketing à faire et j'ai dû quitter cette boîte pour libérer tout mon temps et mon énergie à créer, à être entrepreneur, 2.0, c'est-à-dire, créer, marketer, vendre, délivrer, refaire et tout ça. Et là, ça a été le jour où, je sais pas, après c'est un peu une goutte d'eau, un détail de la vie qui me fait basculer la décision et en fait, dans cet institut, il y avait une secrétaire que j'adorais, par exemple, parce que moi je m'attache toujours aux gens, j'ai toujours de l'affection pour tous mes collaborateurs et j'apprends qu'elle bosse plus dans cet institut. Paf, qu'elle a été un peu remerciée et ça m'a je l'ai appris d'une manière en plus un peu, je sais pas, on me l'a pas annoncé de façon un petit peu solennelle, je l'ai un peu appris comme ça, au détour de «Ah bon, OK» et j'ai dit: «Bon, je sais pas comment dire, allez, moi aussi en fait, je prends mon envol» et du coup, je l'ai annoncé pour le coup avec beaucoup de clarté, on a vraiment pris un long temps avec le directeur de cet institut avec qui je suis toujours en lien, qui est quelqu'un de merveilleux et j'ai dit: «OK, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que j'ai envie de lancer autre chose» et j'ai senti quand j'ai fait ça que j'ai senti dans mon corps que c'était juste. J'ai senti tout d'un coup, je sais pas, à la fois une montée d'énergie et à la fois plein de peur parce qu'après du coup, c'est l'inconnu, mais une montée d'énergie. Alors qu'y aller tout le temps, c'était un petit peu lourd. Et Voilà. dans cette, phase, dans ces phases même que tu as vécues d'entre-deux, de transition, tu parles à l'instant des peurs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que tu passes d'un état où tu es presque euphorique, de ce nouveau projet, de cette décision aussi que tu valides et qu'est-ce qui arrive après au niveau justement des angoisses et de tes ressentis? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la couleur du monde intérieur change totalement. Avant, c'était, lassitude plus confort et après ça passe par enthousiasme, excitation et peur. Peur, angoisse: «Mon Dieu, comment je vais faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Oh, tout ce qu'il y a, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu», l'inconnu et du coup, comme les jours se suivent et se ressemblent pas, il y a des jours où je regrette. Je me dis: «Qu'est-ce que j'ai encore fait?» Surtout quand je lâche un truc confortable, quand j'ai lâché un truc confortable et puis, d'une manière générale, la vie, à ce moment-là est voilà, est hyper stimulante parce que c'est les peurs, que je trouve saines, en fait, qui nous amènent juste à, à apprendre, à se former, à avancer en s'entourant correctement et tout ça. C'est vraiment la peur de l'inconnu, la peur d'entreprendre. Enfin, je veux dire, c'est le rapport au risque, mais à mon avis, je dois être cortiqué comme ça, tu vois? Parce que en fait, le reste, par exemple, ça m'est jamais venu à l'idée d'être salarié. De toute façon, je sais même pas qui voudrait de moi, j'ai même pas un CV pour être, non, mais, je sais même pas dans quel tu sais, des fois, dans la tête, on cherche moi, je cherche des portes de sortie quand c'est dur. Les périodes où c'est dur, je me dis: «Mais qu'est-ce que je pourrais faire?» Et puis j'en sais rien, en fait. Oui, C'est-à-dire mais je on en est tous là. On en est tous là et en plus, c'est ce qui est difficile,
Si demain on avait des portes de sortie, déjà on n'y croit pas trop, hein. On se conditionne un peu en mode: «Ouais, il nous faudrait des portes de sortie parce que c'est dur et qu'on n'en peut plus et que l'entrepreneuriat, c'est le truc le plus hard, qui soit dans le monde professionnel». Mais on n'y croit pas déjà d'une part et deuxièmement, je trouve aussi qu'on se conditionne à se dire: «Non, personne ne voudra de moi». On est tous à se dire ça. Pourquoi? Parce qu'on est polyvalent, on sait faire plein de trucs, donc ça veut dire qu'on se remet dans une case, dans un domaine, un secteur. Ouais, c'est je comprends ton ressenti. J'ai eu le même à plein de reprises, surtout récemment, avec Oh. tout ce que j'ai vécu. Mais bref, je voulais aussi, te demander, donc dans cette phase, donc tu as des peurs, mais tu es capable d'assurer parce qu'on va quand même revenir sur ton expérience, d'il y a une quinzaine d'années. Donc tu nous as parlé de ce qui déclenche le fait de changer en fait, Ouais. de transitionner. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce qui fait que tu restes dans une zone grise aussi longtemps? Je le mets bien entre guillemets, je ne juge pas, hein, je Ouais, répète, ouais. je ne juge jamais mes invités. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu tiens, tu tiens, tu tiens jusqu'à te dire: «Bon allez, ciao», quoi? Mmh. Alors, comme il y a plusieurs fois où il y a eu ces pivots, j'aime bien ton expression, pour te répondre précisément, je pense qu'il faut que je me focalise sur un parce qu'ils ont des points communs, mais il y a aussi des différences. Mais en fait, il y a quand même toujours ce que j'appellerais en métaphore la goutte d'eau, le truc qui pousse, qui vient de la vie et qui pousse en fait à lâcher vraiment. Il y a un rapport déjà à l'engagement, c'est-à-dire que il y a forcément, je trouve, une période tampon où je vais parler en jeu, mais où tu es engagé vis-à-vis, des fois de ça peut être d'associés, vis-à-vis de clients. Des fois, tu es dans des processus, vis-à-vis de collaborateurs aussi, même si moi j'ai jamais eu de salariés, mais je veux dire si j'imagine un entrepreneur qui a des salariés qui décide de changer, on peut pas, enfin on peut pas. Peut-être que si, mais je veux dire moi je me dis en tout cas, je peux pas, changer du jour au lendemain. Donc il y a, et je pense que c'est un dosage, c'est-à-dire que il y a un inconfort, vivable et puis après ça devient trop fort et quand c'est trop fort et qu'on a plein de signaux, à un moment donné, bon, bah, là, c'est pour moi en tout cas, ça a été, c'est les moments où, ouais, où, tous les signaux convergent vers, maintenant c'est fini. Mais, la zone grise, elle peut durer un moment tant qu'on est engagé, tant qu'on a des trucs et puis on se sent obligé de continuer. Parce qu'il y a encore des factures à payer, il y a des processus, il y a donc, même des fois, Mmh. par exemple, si je reviens sur l'infoprenariat avec les lancements, mon ancien programme, je commençais à être essoufflé, mais j'essayais de me motiver en mode: «Allez, bah, de toute façon, il faut parce que j'ai des trucs à payer, j'ai besoin de trésorerie, tout ça». Donc on refait un lancement, on refait un webinaire, on y va, on refait des pubs et tout. Mais, un peu à reculons, quoi, parce qu'en fait, ras-le-bol de cette offre au final et puis aussi, c'est un peu dur à dire, mais de cette clientèle-là, à ce moment-là, cet avatar client, ce persona qui, me correspondait plus tout à fait. Je me sentais un petit peu fatigué. Mais c'est ce que je connais, c'est ce que je sais à peu près faire, c'est déjà calé. Donc, ouais, on se sent obligé en fait. Je me sentais Mmh. obligé de Mmh. continuer jusqu'à ce que petit à petit, je «Ah non, bah là non, en fait, on lâche, on pose» et après, ouais, il y a quand même, il y a le moment où c'est plus vivable. Mmh. Tu disais que tu avais, des peurs, qui arrivaient et qui à un moment donné, tu viens de le dire, c'est plus vivable. Hem, Tu as vécu, justement, je voudrais qu'on parle de cette histoire, que j'annonçais, que je teasais un peu Ouais. en introduction. Et moi je ne savais pas, c'est vraiment qu'on en a parlé en privé, à plusieurs reprises Mmh. parce que je savais pas du tout que tu avais vécu, une liquidation d'entreprise. Hem Pour ce que je veux dire, c'est que pour autant, tu as des peurs qui arrivent à chaque pivot, mais tu peux quand même te baser sur, tes ailes, on peut dire ça comme ça, je pense à l'énéagramme et cetera. Tu as déjà vécu une expérience assez traumatisante, hein, déposer le bilan d'une société, c'est assez traumatisant. Et pour autant, tu as eu des peurs qui ont émergé. Donc, est-ce que ces peurs-là, elles se sont évaporées plus vite au fil de tes pivots ou est-ce que c'était toujours à peu près le même, schéma? Les situations sont un petit peu différentes parce qu'effectivement, à 25 ans, j'ai eu cet événement de liquider une société, de déposer le bilan, donc dans le monde du cheval, une SARL de commerce de chevaux
Du coup, il y a 20 ans, quoi. Les autres pivots, ça reste dans un même mouvement entrepreneurial où, cette boîte-là que j'ai créée en 2011 d'auto-entreprise et qu'après qui a bougé un petit peu de statut et tout, mais celle-là, elle dure juste j'ai pivoté les offres. Donc tu vois, c'est pas tout à fait comparable, Mmh. même s'il y a des points communs. Ouais, je comprends. Donc au niveau après mais la mécanique par exemple de ressentir un peu un effondrement et après une reconstruction progressive sur d'autres bases, eh bien celle-là, c'est vrai que quand tu as le passé de savoir que tu as des ressources sur quoi t'appuyer pour, de toute manière que tu l'as déjà vécu, C peut-être qu'en profondeur, ça rassure. C'est ce que je peux dire du coup s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation de dire: «Écoute, alors quand on est au milieu de l'effondrement, bah, en fait, on a l'impression que tout est bouché partout», mais c'est à ce moment-là que peut-être, c'est intéressant d'avoir une espèce de foi dans la vie, dans ses propres ressources, ses propres qualités, dans les gens autour de nous qui sont il y a des anges gardiens terrestres, des fois, il suffit juste de les voir, de saisir des opportunités et après, il y a des phases aussi de vie dans le côté ultra perdu, genre, je sais pas du tout où je vais et des synchronicités s'ouvrent. Ça, j'ai vécu ce truc. C'est tout d'un coup, j'ai plus du tout à avoir une vision. C'est pas moi qui choisis mon destin, c'est le destin se crée en fonction des rencontres, des idées, des propositions, dans une légèreté. J'ai vécu aussi un petit peu ça, guidé par les envies et pas par les «il faut», par les «ça serait bien que», guidé vraiment par les envies. Ça, c'est une énergie que je connais bien et qui permet après, bah, de reconstruire et au final, ça me fait penser des fois même aux cartes du tarot de Marseille, s'il y en a qui ont la référence, bah, il y a je sais plus combien de lames dans ce tarot, mais il y en a une qui représente l'effondrement et puis il y en a d'autres qui représentent le renouveau et en fait, ce sont des énergies de vie. Ce sont des énergies de vie qui sont au final assez, enfin, par lesquelles on peut tous passer. Pas dans les mêmes domaines, hein, tout le monde n'est pas passé par un dépôt de bilan, tout ça, mais cette sensation d'effondrement et de reconstruction et un cycle qui s'arrête et tout, je pense que ça peut quand même parler à beaucoup de gens dans différents domaines. Ouais, absolument, absolument. Hem, on va rentrer un peu plus dans le détail justement, si tu veux bien, de ce qui Ouais, s'est c'est passé pour toi il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu as traversé exactement? Mmh. La base, c'est qu'à 18 ans, j'écoute mon rêve, mon envie, ma passion, travailler avec les chevaux et je m'associe avec quelqu'un de plus âgé que moi, dans une SARL de commerce de chevaux. Mais j'ai 18 ans, je sors d'un bac littéraire, j'y connais rien, ni à la compta, ni aux chiffres, ni à la gestion, ni à l'entreprise et je réalise plus tard que je me suis fait un petit peu piéger. C'était une relation assez malsaine, dans une activité économiquement qui marchait mal, mais et ça a duré 7 ans. Donc il y a eu 7 ans de vie déjà dure où à la fois je vivais ma passion avec les chevaux, à la fois je vivais vraiment l'enfer du décor, le cauchemar d'un univers agricole et sportif, puisque le monde du cheval, c'est aussi, les pieds dans le crottin, dans la terre et puis, sur les terrains de concours hippiques avec le rapport au sport, où je n'excellais pas, où cette entreprise de toute manière, était basée sur, elle était pas enfin, elle était nouvelle ensemble, mais le haras sur lequel je venais me greffer existait depuis longtemps. Les fondations étaient vraiment, vraiment pas saines. On avait même fait entrer un troisième associé, donc j'étais associé et un troisième associé qui était venu vraiment juste apporter de l'argent. Il y avait tout le temps besoin d'argent. Donc de toute manière, cette boîte a jamais généré d'argent. Tout le temps, c'était des dettes, des huissiers, des Ah dettes, oui, sympa. l'enfer, l'enfer et toujours se faire sauver tous les 4 matins par: «Ah, une vente d'un cheval, mon Dieu, miracle» et puis mon associé qui était ça fait vraiment partie des rencontres, dures de ma vie, traumatiques, hein, d'une personnalité malsaine en fait, qui est manipulatrice et malhonnête. Donc du coup, et moi à 18 ans, tout un peu naïf, un peu candide comme ça de la vie, passionné par mon petit poney, bah non. Donc des 3e associé qui rentre, qui amène des capitaux et tout et ça dure 7 ans. Donc je passe quelques détails cauchemardesques parce que vraiment, c'était dur, la vie était dure, était fatigante, était éprouvante, sur ce haras. Il y avait beaucoup de chevaux, on était très peu à travailler. C'est déjà un milieu qui est pas facile, mais dans ma tête, des fois, le matin, quand j'étais tout seul à l'écurie, notamment les 2 dernières années, je dirais, il y avait une voix qui me disait dans ma tête, «Casse-toi de là». Tu vois? Ça me le disait, quoi. Ça me le Ouais, disait. Alors c'est une voix, ton intuition, quoi. je dis pas que c'est l'univers ou des fantômes, c'est peut-être juste mon subconscient ou mes Ton propres pensées, intuition? mais ouais, et ça me disait: «Casse-toi de là» et puis après, bah, il y avait ce quotidien et alors là, au niveau engagement, moi, je me sentais pieds et poings liés dans ce bazar parce que j'avais des chevaux, tu pars pas avec tes chevaux comme tu pars avec ton petit toutou sous le bras, hein.
Tu pars pas avec tes chevaux sous le bras, c'est clair. J'avais pas de voiture à moi. Il y avait, le camion à pour chevaux qui avait été payé par mon père, hein, donc ça, c'était plus ou moins à moi, mais voilà. Mais j'avais pas de ma petite bagnole, j'avais dans ma tête, je n'avais aucune issue de secours et en plus, comme il y avait cette espèce de boîte créée, les associés et tout, je me sentais moi, ficelé. Et puis tu as 20 ans, quoi. Tu connais pas tous Ah ouais, non, non, mais les c'est rouages. Si en plus je tu connais as de la rien. malsénité autour de toi, c'est-à-dire que tu es un peu enrôlé dans un truc, Complètement, ouais. même un peu endoctriné dans Mmh. cette identité de hara enfin, j'ai fait beaucoup de psychothérapie pour me libérer de ça, hein. J'ai eu des prise de conscience après prise de conscience derrière, vraiment, c'était beaucoup de relents, de dégoût, de «Mon Dieu, mais j'ai été quelque part un peu abusé au niveau, de mon énergie, au niveau financier, au niveau de» enfin bon, c'était Mais quand tout pris, quoi. ouais, franchement, je suis sorti de là, de toute façon, à 25 ans, moi, je pesais, 58 kilogrammes, j'avais le dos, en vrac, j'étais tout maigre. Je savais alors là, quand on se disait: «Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie?» Je me disais: «Bon, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Je peux aller peut-être chez McDo, peut-être aller bosser chez McDo», j'en sais rien. Je me disais: «Qu'est-ce qu'on fait quand on» parce que j'étais même pas très bon comme cadet de concours. Il y avait un truc où j'étais bon, je savais bien éduquer les jeunes poulains et c'est ce qu'on appelle le débourrage. Mais pour du coup répondre aussi à la question que tu as posée tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup la zone grise des au moins 2 ans à me dire, presque tous les matins: «Faut partir de là». À quelques semaines d'intervalle, dans mon cheptel personnel, il y a eu 2 décès et vraiment accidentels, vraiment horribles, 2 de mes poulains qui sont morts. Et en fait, il y en a une, elle est partie à l'insémination artificielle et là-bas, il y a eu un accident. C'est une jument sur 10 000 qui a ce genre d'accident pendant les soins vétérinaires, les échographies. Ah Donc ouais. et celle-là, je comptais vachement dessus parce que c'était une super génétique et tout et je l'aimais beaucoup et donc elle, on m'appelle, on me dit: «Ben, voilà, il y a cet accident, faut la piquer». Et après, il y a eu un petit virus qui est passé chez tous les poulains dans l'élevage. Donc les quinzaines de poulains, ils ont toujours ça, et donc je sais pas, 15 poulains malades, le véto vient, on fait les traitements antibio, il y en a un qui meurt, pfft, le mien. Un celui encore une fois avec la plus belle valeur génétique et tout ça. Et moi je me prends ces coups là, bam, bam et je crois qu'à un moment donné c'est trop. C'est vraiment trop et je me dis: «Il faut que je parte», mais je me le dis plus fort et c'est vraiment dingue parce qu'il y a aussi le sujet de l'emprise dans ce changement, parce Mmh. que comme on était associés, il avait 17 ans de plus que moi et j'avais vraiment une emprise très forte. Mais du coup, moi, je dis: «Faut vraiment que je parte» et il s'en rend compte et un jour, il me dit: «Bon, puisque tu crois que l'herbe est plus verte ailleurs, bah, vas-y, pars un mois, va voir, le monde extérieur et tu reviendras, dans un mois, et tu te seras rendu compte que voilà». Et du coup, là, j'ouvre le magazine, équestre de l'époque, hein, qui était notre petite lecture du soir et tout, ça s'appelle L'Éperon et je vois une annonce dans le sud-ouest à Dax pour faire du débourrage pré-entraînement de chevaux de course et comme j'étais bon pour le débourrage, donc ça veut dire monter les poulains la première fois, pour la première fois, je téléphone, je tombe sur une femme, adorable, très claire, très calée, qui m'explique une méthode non violente d'éducation que je peux venir une semaine à l'essai. Allez hop, je pars là-bas. Et là, oui, je me rends compte que l'herbe est vraiment non seulement plus verte, mais genre 10 000 fois plus verte ailleurs, quoi. Qu'il y a un autre monde qui existe, en fait, derrière ces Le murs paradis. glauques Mmh. et je vois des gens honnêtes, carrés, structurés, clairs, simples, je fais: Oh, «Waouh, le parallèle, il devait être fou. c'est Oh. dingue». C'était Ah dingue ouais, et en tu plus au louais bord de la la nuit. mer avec du temps libre un petit peu parce que c'est moi je bossais, 12-14 heures par jour et on se levait la nuit pour aller surveiller, les juments qui faisaient les poulains et tout. Enfin, c'était un là, tout d'un coup, on a des horaires genre 8 heures, 13 heures. À 13 heures, ça finit. Moi, j'étais encore en train de balayer. Elle me dit: «C'est terminé, c'est terminé». J'étais: «À quoi c'est terminé?» «Non, tu ça y est, c'est fini, tu peux rentrer». Hop, hop, hop. Ah bon? Après la Et en fin plus, je suis payée pour ce mais que c'est je ça! fais. À la fin de la semaine, elle me fait un petit salaire. Je fais: «Un salaire pour avoir galopé, le long de la mer ou dans des petits chemins de forêt sur des Mmh. poulains sympas». Enfin, je trouvais ça fou. Donc je l'ai au téléphone et il me dit: «Alors, ça y est, tu je crois que je vais aussi voir mes parents en vacances, enfin j'ai un mois de» et il me dit: «Tu» je fais: «Oui, bah, ça y est, j'ai vu que l'herbe était plus verte ailleurs, donc je vais pas revenir» et je me souviens, il me dit: «Oui, je sais très bien que tu vas revenir, tu as peut-être besoin d'encore un peu plus de temps, mais de toute manière, tu fais partie de mon histoire d'Efrat», tu vois? Qui me reste, c'était il y a 20 ans, mais c'est fou. Genre, enfin, tu Mais dis c'est un quelque chose à trauma. quelqu'un, il n'entend rien à ce que tu dis et il te,
Mais je sens que je reprends de la consistance en moi et que je m'émancipe, que je me libère et donc voilà. Alors en plus, le petit coup dur, c'est que j'ai pas été embauché dans cet endroit. D'accord. Finalement, elle m'a pas pris et ça a été un mal pour un bien parce que derrière, il y a vraiment pour moi, il y a un chemin d'exploration fou où j'ai réussi. Alors mes parents m'ont un peu aidé, je ma tante qui est avocate m'a aidé avec le fameux dépôt de bilan du coup de cette SARL dont j'étais le gérant. Ça veut dire qu'à 18 ans, on m'avait mis gérant et moi oui, oui, comme si c'était un titre honorifique alors que je portais tous les risques et toute la tu vois? C'était un truc de Mais dingue. comment ça se fait? Parce que tu pars, donc du coup, vous êtes obligé de déposer le bilan? Non, ça a duré quelques années après ou? Non, 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 c'est-à-dire qu'en partant, moi j'étais le gérant, de toute manière ça allait mal et il fallait qu'on se sépare, c'était comme un divorce, tu vois? Donc il y avait la D'accord. coupure et comme la boîte de toute manière, allait mal, elle a jamais été bien, il y a j'ai même pas eu souvenir qu'il y ait eu d'autres options, enfin personne n'aurait racheté des parts d'un truc qui vaut rien avec des bilans pourris, enfin donc c'était, dépôt de bilan, au revoir, hem régler voilà les dettes, les machins qui étaient possibles de régler et puis après, et moi, mes chevaux, je pars avec, donc je les dispatche dans deux trois écuries. J'avais quand même du réseau, enfin je me fais arnaquer d'un peu partout, mais finalement tout se fait en fait, tout se fait. Je suis un peu Ouais, donc déçu d'ailleurs à l'époque parce que franchement, autant j'ai eu des mains tendues vraiment fortes de par exemple de ma tante, je reconnecte avec d'anciens amis, je ma grand-mère me prête un petit peu de sous pour que je m'achète une petite Clio entreprise là, je me souviens ça coûtait 3 ou 4 000 € et puis, je l'ai remboursé au petit à petit quand je pouvais et du coup j'étais libre avec ma petite truc avec un grand coffre, je pouvais mettre toutes mes affaires derrière et là j'ai commencé à écouter plus, moi ce que je vivais, j'ai été faire des petits stages, des petits CDD dans différentes écuries et souvent j'étais apprécié donc les gens voulaient me garder mais c'est moi qui avais plus trop envie de me poser, de continuer d'explorer et petit à petit comme ça, il y a eu, waouh! Enfin, cette ouverture sur le monde allégée. J'étais désenchaîné de ce truc. Mais j'avais alors le tribunal, les comptables et tout, mais oui, c'était des j'allais te poser la question, qu'est-ce que alors pour ceux qui écoutent, vous ne voyez pas Benjamin, alors il se tient la tête. les angoisses. Évidemment, je ne me moque pas, hein, quand je ricane, je le précise que c'est vraiment du rire jaune. Hem, Est-ce que ça t'a fait quelque chose de liquider ou c'est les conséquences de la liquidation qui ont été lourdes à porter? Non, c'était le fait de liquider. Les conséquences, non. Les conséquences après, j'étais libéré. Alors à part dans mes cauchemars où ça m'arrive encore, donc pendant 20 ans, je continue d'en rêver de cette période, pas que de la liquidation, mais moi, liquider, c'était vraiment genre pas les comptables me faisaient peur, le tribunal me faisait peur, les associés me faisaient peur, tout le monde me faisait peur, en fait, j'avais peur. Donc, comment je me rassurais? Ma tante qui est avocate, qui m'a aidé, c'est ma marraine aussi, donc vraiment depuis toujours, elle a toujours été adorable avec moi et donc elle faisait ça, voilà. Elle me rassurait parce qu'elle est toujours super détendue, super souriante, c'était son donc elle me faisait du bien et puis je me souviens que la veille, alors moi, vraiment dans les ressources, je me disais: «Mais comment je vais faire pour gérer ça?» donc soit j'allais voir une voyante, Oui. une petite voyante, ah mais attention parce que j'avais 0 sous en poche et mes parents m'avaient laissé juste un petit peu de cash pour, juste aller faire des courses et quoi et j'ai ouvert les pages jaunes, je suis allé voir une voyante, trouvé sur les pages jaunes. Donc c'est pour juste illustrer Pourquoi tu as été voir une voyante? Comment ça te vient à l'idée à ce moment-là de te dire: «Bon, je vais aller voir une voyante, tiens, ça va peut-être régler tous mes problèmes»? pour qu'on me dise que ça va aller. D'accord. Tu avais besoin de l'entendre. Ouais. Même si tes proches te le disaient: «Ça va aller», tu avais besoin de l'entendre de quelqu'un que tu connaissais pas? Je sais pas si mes proches me disaient, j'ai pas souvenir, ils étaient là, enfin mes parents étaient là, mais ils vivaient aussi à l'étranger et tout, donc je les voyais pas beaucoup. Je sais pas si je me confiais tant que comme je m'étais beaucoup isolé à cette époque, je me reconnectais tout doucement. En fait, je lâchais tout, je lâchais mais ça me fait remonter de l'émotion parce que je lâchais mes animaux, les chats que j'aimais énormément, toute ma vie sociale, c'était toute ma vie, je lâchais tout. Je partais et je reconnectais à quelques amis d'avant et sinon j'étais un peu seul, hein, en fait, hein, quand même, hein. Mmh. Mmh. C'est dur, hein. Ouais. Ah ouais, j'avais besoin qu'une voyante me dise, «Oh!» en tirant les cartes: «Ça va aller, ben, pour vous, hein. Ouh là là, ça va marcher votre vie, hein». Mais alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, déjà j'arrive et c'est effectivement elle me dit ce que j'étais en train de vivre, avant même que je m'assoie, ce qui était assez choquant. C'est-à-dire qu'elle me décrit, toute ma situation. Là, bah, il y a une rupture, là, c'est en ce moment, c'est fort, je vois un tribunal, nin nin nin, enfin
des détails, j'étais: «Non mais sérieux, mais où est-ce que je suis tombé?» Ouais, c'est fou. Ouais, c'était incroyable et puis, et après elle me disait: «Oh ça va aller, ça va, non, non, mais ça va aller, vous allez aller dans le sud». Effectivement, cette expérience chouette où j'ai vécu l'herbe est plus verte ailleurs, c'était dans le sud. Chez une femme, c'était une femme, elle s'appelle Constance, elle est formidable. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle m'avait dit: «Ça va marcher là-bas» et en fait, ça n'a pas marché, mais je suis resté en lien avec cette Constance qui est une des personnes, des anges gardiens de ma vie. Au final, j'ai retravaillé avec elle pendant des années, on continue de bosser ensemble, elle vient faire à manger sur mon stage cheval dans 3 semaines, enfin, c'est donc en vrai, ça a marché, tu vois? Mais j'ai pas été embauché, mais ça m'a ouvert donc après moi les voyants, on pourrait en reparler toute une fois, j'ai tout un tas de théories là-dessus, mais c'est pour te dire mon niveau de désespoir, c'était d'aller voir, c'est quelqu'un qui tirait des petites cartes et qui me disait: «Ça va aller» et moi je la croyais et ça me faisait du bien. Donc peu Mmh. importe après, C'est l'essentiel. on n'y croit pas, je lui donnais 50 balles, elle était avec un œil qui partait que dans un sens avec un vieux chat dans un vieil appart à Clermont et j'en ai un bon souvenir. C'était pas 3615 code, attention votre avenir et on vous plume tous vos sous, c'était une vraie petite dame un peu vieille, voilà et puis j'allais aussi voir un hypno la veille du dépôt de bilan. Je me souviens, je suis allé voir un hypnothérapeute que j'ai aussi trouvé dans les pages jaunes parce que je savais pas quoi faire, quoi. Fallait vraiment fallait vraiment m'aider. J'écoutais des audios la nuit, je faisais des insomnies, j'écoutais des audios Ouais, tu étais d'hypnose pour me angoissée, tu oh! avais besoin d'aide, quoi. Oh! Alerte aux pompiers, là, je suis en train de flipper et Ah! j'ai Non qu'est-ce mais qui va se passer, quoi? panique à bord et ah ouais et puis en fait, je sais pas, quand j'y repense, j'ai une image de moi, ouais, heu, comme un enfant en fait, au milieu d'un monde que je connais pas et puis que je perçois comme dangereux, mais au final ça va. C'est ça le message aussi derrière, c'est qu'en fait ça s'est passé. Ça s'est passé et puis, bah, une fois que c'était fait, c'était fait. C'est-à-dire c'est un moment donc le moment chez le comptable avec les associés, on leur disait quand même: «Ben voilà, vous avez mis des sous dans la boîte, ben au revoir, on liquide tout». «Ah d'accord». Donc c'était horrible au niveau culpabilité et puis, après au tribunal, ouais, pou en fait, je sais pas, j'ai des flashs, bon, bah, voilà, tac, 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 bon, des trucs à signer, au revoir, merci, puis paf, j'en sais rien après, Oui, voilà, ça se moi fait, c'est assez rapide, quand tu as pas fait d'erreur de gestion et cetera. J'aurai l'occasion de faire un podcast, spécial, là-dessus ouais, effectivement, il y a plein d'entrepreneurs qui sont, assez intéressés par cette thématique du dépôt de bilan. Donc ça mérite effectivement et je trouve que tes éclairages sont pertinents dans le sens où tu dis: «Ça s'est passé». C'est c'est ça, passé. Par contre, le poids émotionnel effectivement a été très important pour toi, ouais. de ce que je comprends et ça t'a mis combien de temps à, à sortir la tête de l'eau? En fait, c'est comme si je faisais table rase de tout. Du coup, il y a un truc qui, à la fois, qui s'est allégé totalement. J'avais plus cette charge de toute cette boîte, ces clients et tout et donc j'avais plus que moi à gérer et petit à petit, moi, je me suis trouvé des petits CDD, je faisais des petites prestas, j'avais ma petite voiture et en fait, j'avais une vie sobre, simple. Pour moi, le comment je peux te dire? Le moment ouf de: «Waouh, je m'autorise un truc», c'était, genre, j'allais me faire un cinéma, quoi. À 7 € à Ouais, l'époque, hein, 5-7 OK. €. J'étais genre: «Je vais au cinéma, je lâchais 7 €, c'était la folie». Je mais parce que je Tu venais découvres la vie, quoi. mais Mmh. grave! À la piscine, j'allais nager à la piscine, c'était genre 3 € l'entrée. Donc alors moi, j'avais pas besoin de beaucoup de sous. J'étais toujours logé, moitié nourri dans les endroits où j'allais bosser. Donc je découvrais des régions, je découvrais des gens, je découvrais des univers. Entre 2, bah, j'avais quand même accumulé un tout petit peu de sous pour, alors je retournais un peu vivre chez mon père, j'allais chez des amis, j'allais me faire une retraite bouddhiste pendant 3 semaines ici, j'allais me faire et en fait, après j'avais plus de dettes. J'avais toujours un petit peu de sous sur mon compte, 1 000 € parce que je touchais un petit salaire, que je dépensais pas beaucoup, clac, 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 hop, je pouvais, j'étais là: «Waouh, Où est-ce que tu as trouvé toute cette force de te relever? écoute, moi je me dis que déjà j'étais quand même, assez, jeune, hein, j'avais 25 ans, donc je devais avoir plus de je sais pas d'énergie, disponible que maintenant, mais bon, c'est peut-être dans ma tête, hein et puis, non mais en fait les 1ers trucs que j'ai fait, je t'ai pas dit, c'est que j'allais à la Fnac, j'allais errer à la Fnac, je dépensais même pas dans les livres, je les lisais sur place Mmh. et Tu j'écoutais des lisais sur trucs, quoi? les 4 accords Toltec, Le Secret, Oui, tu sur étais la très développement personnel, déjà. bah, ça débutait parce que j'étais tellement mal que et je découvrais qu'en fait j'avais tout ce que j'avais pu vivre et qui était vraiment dur et dont j'avais aucune conscience,
C'était mon seul truc, donc quand tu as pas de référence, tu vis ce que tu vis, puis tu sais pas trop et je lisais ça me faisait du bien, ça m'intéressait. J'écoutais, ouais, des audios d'hypnose, ça a semé les graines pour mon chapitre professionnel d'après et donc la force, comme j'aimais quand même ce que et puis je devenais bon, je faisais quelque chose où j'étais bon avec les chevaux, j'étais bon pour la rééducation comportementale et j'ai découvert des gens chouettes. J'ai découvert des après avoir découvert vraiment, je vais y aller un peu dans l'exagération, mais une espèce de démon quoi, j'ai découvert vraiment des anges gardiens, des gens sains, des gens chouettes, des gens qui sont soutenants, qui te respectent. Dans leurs yeux, tu sens: «Putain, ça va quoi, monsieur Valoriser. Blondeau», en plus qui est décédé il y a pas longtemps, chez qui je suis allé me former, qui avait développé une méthode de communication avec les chevaux qui était vachement respectueuse des animaux, ça me changeait, qui était pareil, il était honnête, il était carré, mais j'ai bossé pour lui, je Oui, voyais tu ma avais valeur, hein. une forme de aussi de foi en fait en la vie, en l'univers, Ouais et puis c'était possible, c'est-à-dire qu'en fait, hem, je sais pas comment dire, donc j'étais libre et pour moi d'ailleurs ma 1re adresse mail à l'époque, enfin, faut imaginer il y a 20 ans, j'avais créé une adresse mail, je l'appelais Freedom mmh. comme Ah oui, pseudo. tu l'incarnais jusqu'au bout. La liberté pour moi et en même temps je trouvais que c'était un peu cliché mais c'est pas grave, j'avais mis ça et je l'ai toujours cette adresse mail, ça me fait rire, c'est mon adresse spam un peu aujourd'hui. Freedom 63, ça me fait rire, parce que je venais du Puy-de-Dôme et c'était libre. Je prenais ma bagnole, j'allais bosser quelque part, je découvrais, je, mmh et c'est marrant parce que tu vois, j'ai décoté un job dans un autre haras aussi en Auvergne, dans les chevaux de course, assez sérieux et donc ça avait l'air bien, ils me proposaient un beau contrat et tout et au bout d'un mois, ça me fatiguait, je m'éteignais et là, je me souviens, j'ai dit: «Non mais moi je vais pas rester là, hein». Comme salarié, hein, donc un truc carré, pas associé ou je sais pas quoi et j'en parle à mon père, il me dit: «Non mais si, mais tu te rends compte, c'est bien, tu devrais rester, c'est bien payé, faut s'habituer». J'en parle à ma meilleure amie qui me dit pareil: «Ouais, tu sais, c'est bien, normal c'est normal, faut un temps d'adaptation». Je lui dis: «Merci pour votre avis, parce que grâce à vous, je me suis projeté en train de rester et je vais absolument pas rester». Et moi, j'avais envie de faire du cheval sur la plage et du coup, je me suis souvenu d'un gars qui m'avait parlé d'une écurie, donc loin, j'étais en Auvergne, hein, une écurie, en Loire-Atlantique où on faisait du cheval sur la plage. Donc je l'ai appelé, il m'a donné le numéro du gars. Clac, j'ai appelé, j'ai dit: «Moi, j'aimerais bien faire du cheval sur la plage chez vous». Il me dit: «Bah, ça tombe bien, j'ai besoin de quelqu'un là, la semaine prochaine, parce que j'ai un salarié qui part en vacances. Bah, si tu veux, tu viens». Me voilà parti, je traverse la France, j'arrive là-bas, dans un petit mobil-home et allez et je découvre encore un autre truc. Le matin à 8 heures, on met les chevaux dans le van, on va galoper sur la plage. Après, on rentre, on a le petit déj chez les parents qui étaient sur la même exploitation. Des gros bols de café, des croissants et tout. J'étais: «Ah trop bien». L'après-midi, je m'amusais un peu à faire les bourrages de leurs poulains. À la fin, pareil, ils me payent. Je fais: «Oh bah voilà, ça c'est le pompon ça, maintenant les gens me payent» et puis Oui, là-bas, tu as de l'audace quand même. Tu y vas, tu oses. j'y vais. J'y vais et des synchronicités, là vraiment le mot porte tout son sens, se sont orchestrées parce qu'en fait là-bas, on me parle de quelqu'un qui cherchait vraiment un salarié et eux, je les rencontre, un petit couple et tout, ils étaient trop sympas. On match tout de suite dans une petite écurie, j'étais le seul ça et là j'ai fait: «Ouais, moi avec eux, je vais bosser, c'est clair». Dans un loin de mon Auvergne là, qui était lourd pour mon énergie et j'ai fait 6 mois avec eux, puis après je faisais que des CDD, je m'engageais pas, je partais sur autre chose, je savais qu'aussi avec malgré tout ma compétence, je trouvais du boulot, je faisais des petites prestas à côté, donc je m'étais créé aussi une auto-entreprise à côté petit à petit, je me suis relevé comme ça. On se relève de tout. C'est ça la un peu Franchement. la conclusion de ce du récit que tu nous as partagé. Encore merci, parce que je sais que ça te fait remonter pas mal d'émotions tout au Ah long de ouais, la bah là, vie. cette nuit, je vais en rêver, hein. Oui, ah bah, c'est sûr. C'est sûr, l'inconscient va dire: Je te ferai un message demain. C'est sûr et effectivement, on se relève de tout. N'oubliez pas, chers auditeurs et auditrices, ou si vous visionnez la vidéo, parce qu'il y a aussi le podcast sur YouTube, n'est-ce pas? Petit rappel, disclaimer comme ils disent, on se relève de tout, absolument de tout et effectivement cette liquidation en plus toi, ce qui est assez fou, c'est que, je connais ton parcours, je sais où tu en es aujourd'hui. Tu as continué de croire en cette, liberté d'entreprendre, et de pouvoir faire ce dont tu avais envie, comme tu avais envie et avec qui tu en avais envie et je trouve qu'après cette phase-là, que tu as vécue, tu as eu quand même, enfin, il faut de la niaque, pour se relever de ça et
tu l'as fait avec, brio. Alors après, moi, c'est pas à moi de juger si tu l'as fait avec brio ou pas, mais moi, en tout cas, ce que je connais de toi, c'est assez impressionnant. Parce que tu aurais pu te dire: «Non, non, mais moi, c'est bon, être, dirigeant d'une société, ça m'intéresse plus, je vais me trouver une petite planque ou un boulot» ou enfin, tu vois, peu importe, l'ambition que tu avais et finito l'entrepreneuriat. Mais toi, tu as continué. Bah, ouais, c'est ça. C'est un peu fou quand on y pense comme ça, mais c'est tu as continué et tu continues aujourd'hui. Tu sais, ça fait plus de 20 ans que tu es entrepreneur. Ah oui, 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 j'avais créé ce petit statut d'auto-entreprise en 2011 et du coup, avant, c'était, la SARL. Donc en fait, quand j'avais 18 ans, j'étais entrepreneur donc 18 ans, tu vois? Celle-là, pour le coup, j'en ai 43 donc ça fait plus. En fait, j'ai toujours été entrepreneur avec des espaces de CDD de 6 mois. J'ai déjà quand même vécu la posture salariée en mode CDD et où je me sentais en fait mais en parallèle, j'étais entrepreneur parce que je faisais des prestats et donc ouais, ouais, ouais et cette liberté, c'est enfin, encore une fois, ça peut faire un peu cliché parce que tout le monde, personne n'est contre la liberté, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, de m'être senti emprisonné pendant ces 7 ans derrière, il y a eu parce que même si j'étais entrepreneur, j'étais associé et j'avais une autorité au-dessus de moi quelque part et j'étais un peu en formation de la vie, donc j'étais pas vraiment libre et maintenant, c'est clair que j'adore les collaborations, tout ça, mais j'ai besoin d'être libre, donc c'est sûr que salarié, je sais pas comment je le vivrais ou, je me ferme à rien, hein, parce que je me dis toujours si on me propose un truc vraiment, ça peut faire un chapitre, mais c'est vrai que je me vois pas, moi j'ai besoin d'être, vraiment autonome, vraiment libre, je suis très dur à enfermer. Oui, manifestement, on peut même pas t'enfermer dans un haras à cheval. Ah non. Ah non, 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 alors À ça, chevaux, non? à Je viens de chevaux, faire une ouais, faute ouais, là, oui, oui, ouais. pardonnez-moi. Hem, ce qui est là, tu viens de dire quelque chose que j'aimerais bien aussi rappeler et parler, c'est que tu parles de liberté, on parle effectivement, c'est très cliché, en même temps, c'est très vrai, l'entrepreneuriat, on y va pour la liberté, mais on parle, moins des risques qu'on prend pour avoir cette liberté. Je dirais même pas du prix à payer parce que ça, on sait que voilà, ça nous coûte très, très cher et je parle pas de financièrement, enfin pas que en tout cas, pour les entrepreneurs. Hem, Tu as pris des risques réels à chaque pivot que tu as fait. Hem, Est-ce que tu peux nous en parler des risques que tu as pris? J'aimerais bien, tu vois, qu'on se rende compte de ce que tu as pu, risquer. Ouais, alors sur le pivot, à 25 ans, quand j'ai tout quitté, là, en fait, je me sauvais d'un truc, vraiment cata. Donc ça, bon, c'est hyper angoissant. Après, je me reconstruis, là, j'avais pas l'impression de prendre des risques parce que je trouvais toujours un petit peu de boulot et j'avais pas beaucoup de dépenses, j'avais pas de loyer, j'avais pas de crédit, j'avais rien. Je Donc là, ça allait. Après, je me suis formé à l'hypnose, j'ai adoré ça, j'ai travaillé comme hypnothérapeute. Ensuite, on m'a proposé un job de formateur en freelance et alors là, ça a occupé 80 de mes revenus, c'était trop bien. Et là, j'ai vraiment pris un risque quand j'ai arrêté ça. Mmh. Parce que, Ah ouais. là, c'était, confort, confort, confort. Je savais que j'avais entre 5 à 7 formations à l'année, ça me faisait 75 de mon chiffre d'affaires en fonction, hein. C'était calé d'avance, c'était, confort. Et là, quand j'ai décidé d'arrêter ça et de créer d'apprendre à créer mon produit, mon offre, toute la mécanique de A à Z infoprenariale, je suis rentré dans un mastermind, que j'ai adoré d'ailleurs pendant 1 an, où, j'ai rencontré des gens, j'ai vraiment appris, je me suis vraiment formé. Là, c'était un gros risque, hein, parce que alors là, je partais d'une idée: «Ah bah, moi j'arrête toute ma vie et puis je lance ça». Oh, mais sans savoir si ça allait répondre en face, si mon idée était bonne, si de toute façon pour le savoir, il y a qu'en le testant, donc il y a qu'en le Oui. lançant. Et là, c'est vraiment l'énorme risque et là, avec le recul, je me dis que j'ai quand même été un peu, enfin très audacieux, voire même, très, très, très audacieux, quoi. Et les périodes d'ailleurs où ça grinçait dans mon activité, des fois je regrettais. Je disais: «Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas continué tranquillement? C'était quand même pas si contraignant que ça». Mais bon, c'était des petites pensées furtives, hein. C'est pas le fond de ma de ma pensée. Oui, la vie est faite que d'expériences, en fait. Ouais, C'est
C'est bateau ce que je viens de dire, mais en même temps, c'est vrai, on l'oublie. C'est que des expériences qui nous mènent à la prochaine étape. Ouais. D'ailleurs, en parlant de prochaine étape, tu est-ce que tu penses que, il y aura alors, tu vas me dire: «Oui, forcément», donc je vais tourner ma question différemment. Des prochaines étapes, oui. Est-ce que tu penses que tu vas encore faire des pivots et si oui, est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Parce que je sais que, par exemple, la dernière étape que enfin, le dernier pivot que tu as vécu a été très intense aussi pour toi. Mmh, 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 mmh. Est-ce que tu penses que tu vas avoir les mêmes schémas ou est-ce que tu penses qu'avec le recul, tous ces pivots vont à un moment donné te servir ou tu vois, pour faire les choses différemment? Tu comprends ce que je veux te demander? Ouais, ouais, ben, je pense que c'est alors déjà, j'ai l'impression que je le contrôle pas parce qu'il y a D'accord. des éléments intérieurs qui me poussent dans une direction, même si mon mental aimerait que non. Par exemple, quand on commence à de la lassitude d'une activité, mais que tout rationnellement, fait que ça serait bien que ça dure, bah, on se dit: «J'aimerais bien ne pas ressentir cette lassitude», par exemple. Donc du coup, ça, je le contrôle pas et après moi, j'ai une espèce de curiosité de découvrir d'autres univers. Donc dans mes options, comme je suis vraiment multi de chez multi, moi, j'ai d'autres cases possibles, en fait, que j'explore déjà depuis quelques années, j'en ai pas encore parlé. Tadadadam. C'est que j'ai 2 autres, activités qui m'intéressent et qui sont dans lesquelles je me suis investi depuis pas mal d'années. Ça va te faire sourire. Mais moi, j'ai un volet artistique, c'est-à-dire que j'ai un volet humour et scène que Ah, je le sais, ça, je le sais. j'ai déjà avancé, j'ai déjà créé un spectacle, je l'ai déjà joué une trentaine de fois, j'ai été programmé à Paris, sur billets réduits, j'ai vendu des places, j'ai des vidéos qui tournent, j'ai peut-être 1 million de vues sur mes sketchs, donc j'ai une petite base là-dessus, donc ça c'est pas fermé. C'est-à-dire si un jour j'ai envie de me dire: «Bah tiens, passe le niveau 2, va te former, va découvrir les coulisses vraiment», attention, je me projette pas encore une fois sur, partir sur, toute une carrière et tout, mais je veux dire, c'est une case qui est ouverte en mode, si je sens à un moment donné qu'il y a quelque chose qui pousse vers là et que c'est possible, bah, ouais, je pourrais peut-être y consacrer un peu plus d'énergie et le deuxième, c'est l'immobilier. Ah oui, rien à voir. Et parce qu'en fait, c'est la vie, je te c'est vraiment ça sort pas de, «Ah, il faut que je trouve un truc». La vie fait que j'ai, il y a 8 ans, eu cette chance extraordinaire de m'acheter une petite baraque ici dans les bois et de devoir la mettre à louer quand je partais parce que j'avais des chats à garder. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais, la mécanique de louer et de mettre en valeur et donc la location courte durée, en fait, c'est devenu un chiffre d'affaires pour moi. L'année dernière, j'ai acheté un autre petit bien qui se loue ultra bien. Je me dis: «Ouais, je suis hyper bon là-dedans, j'adore faire ça, j'ai le goût, je trouve, je mets, je valorise, je sais m'occuper des des voyageurs». Donc j'en cherche un troisième là, je suis parti là-dedans et je me dis: «Bah, je sais pas», tu vois? L'aventure infoprenariale, là, j'ai sorti une offre à la fin de l'année dernière au Staconf, donc j'accompagne des cohortes avec une date finale sur scène et tout, c'est quand même très prenant. En fonction aussi de la réponse en face, c'est-à-dire, moi, je lance avec un certain degré d'enthousiasme et d'énergie sur Ostaconf. Je vois, bah, la première, on avait 10-12 personnes, là, j'en ai 10. Je verrai ce que ça va faire pour la troisième. Je sais pas si je vais faire ça pendant 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, peut-être que, me connaissant, il peut y avoir, un chapitre qui bouge encore et l'envie de développer et alors si je parle juste immobilier, le risque, en fait, partout il y a le risque parce que, immobilier tout d'un coup, bah, si je fais des investissements, tu sais pas ce qu'il y a derrière le placo, hein, moi je Oui, n'y bien connais sûr. rien à la base, hein. J'ai eu un peu de bol aussi, mais ça m'intéresse donc je me forme à la fiscalité, je me forme un petit peu à, alors sur le rapport un peu aux plateformes, à la gestion des annonces, tout ça, je commence à être, assez bon et mais c'est risqué parce que je Ah mais tu m'endette. as une aversion au risque qui est impressionnante quand Oui, même. oui, c'est vrai. Ouais. Ah Oh, oui, donc j'ai c'est même bien. exploré un peu la bourse et tout, mais alors là, je recommande pas, je suis pas très bon, mais j'ai même ouais, j'ai exploré un petit peu ça aussi, en me Mmh. disant: «Tiens, des périodes, allez hop, j'ai passé 1 an à tout écouter sur les cryptomonnaies, par exemple. J'écoutais tous les jours 1 heure de vidéo là-dessus, puis, bon, Tu dois être ascendant Gémeaux, c'est pas possible. C'est ça? je suis 100 ascendant Gémeaux. Ah bah voilà. J l'ascendant pour les personnes qui nous écoutent, c'est la personnalité. Donc en Ah, astrologie, on l'étudie, beaucoup l'ascendant, voire peut-être même plus que le soleil dans certains voilà, dans certaines analyses. Donc ouais, ouais, ça m'étonne pas, mais c'est ouais, c'est fou. Pardon, excuse-moi, je ouais, t'ai interrompu. non, mais
Je connais pas tout sur l'astro, mais en tout cas, c'est sûr que je suis extrêmement curieux et je sens que ça me stimule profondément d'aller découvrir et me former et apprendre et me lancer et effectivement d'aller bien sûr, il y a du risque si on s'investit. Alors on peut investir de l'argent sur de l'immobilier, mais du coup avec un rapport effectivement, si à un moment donné je refais un crédit pour un troisième bien, bah, il faut que j'arrive en disant: «Bah, en fait ça va se louer», donc là voilà, j'ai avancé petit à petit dans ce truc-là et ça marche bien, c'est fluide et c'est régulier même. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que tout peut bouger. Il y a une loi peut sortir, Airbnb, machin, enfin tout peut bouger en fait. Même, il peut y avoir un problème, bah, de mur, de n'importe quoi et il faut pouvoir être là aussi pour, je sais pas, pour réparer. Quand j'ai acheté ma maison, hein, je l'ai acheté en avril. Je crois que 3 mois plus tard, il y a un bout de toit qui s'est effondré, il pleuvait dans la maison. J'étais: «Oh putain, j'aurais Oh jamais là là. joué» et j'ai eu du bol parce qu'en fait, j'ai tout de suite, trouvé un super couvreur qui est venu vraiment vite alors que c'était 1 an et demi d'attente. J'ai refait un crédit par-dessus, mais je pouvais à ce moment-là parce que j'avais pas un taux d'endettement trop fort, j'avais pas d'endettement de voiture ou quoi que ce soit donc et hop et puis, du coup, j'ai fait la moitié de la toiture et au final, bah, au final, voilà, ça a plu qu'1 jour ou 2. Après ils sont venus, ils ont réparé. C'est top. Mais c'est des comme des Ce accidents, quoi. qui est top, c'est pas que enfin si, c'est bien que le toit soit réparé, mais ce qui est top, moi, je suis vraiment impressionnée par ce que tu racontes, cette capacité de résilience Ouais. qui fait partie de toi, d'élan, de motivation, d'audace, que tu as, d'oser. Ton titre quand même, s'appelle enfin d'offre d'aujourd'hui s'appelle «Ose ta conf». Mmh. Je pense que tu es très plus même je pense que tu es, très qualifié pour effectivement, accompagner ces personnes-là, vu ton pédigré. Ça m'impressionne vraiment beaucoup. Merci de t'être, confié à mon micro, autant on pourrait, encore une fois, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai que, j'essaye vraiment de faire des formats qui prennent pas trop de temps, mais je pourrais rester avec vous des heures à discuter. J'ai tellement de questions. Si vous avez des questions pour Benjamin, vous les mettez, en description ou sinon vous lui écrivez directement. On peut te contacter. Comment on peut te retrouver? Tu peux nous Oui, globalement, je suis assez présent en ligne, donc il y a avec mon nom et mon prénom Benjamin Nérial. Moi, j'ai un profil Facebook, j'ai un profil tu peux l'épeler? Instagram. Ah oui, Nérial, c'est N comme Nicolas, Eyrial, Nérial, Benjamin et donc j'ai un site internet benjaminnérial.com, Facebook, page pro, profil perso, Instagram et puis j'ai aussi, une chaîne YouTube et mais sur YouTube. Le plus simple, je dirais quand même, c'est les DM Instagram. Et ce qui m'impressionne aussi dans ce que tu as dit, c'est cette, transition, cette transformation à chaque fois que tu peux vivre dans ces pivots et notamment de, transformer tes angoisses, tes peurs en moteur pour le nouveau projet. C'est assez c'est et je sais que ça, c'est quelque chose que tu insuffles beaucoup à tes clients et tes clientes aujourd'hui, non? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, alors dans le Hostaconf, c'est la structuration d'un message, mais qui repose souvent sur nos failles, nos blessures. C'est-à-dire que bien souvent, quand les gens portent un message et du coup les entrepreneurs, par exemple dans notre milieu en ligne, on a souvent aussi des propositions qui sont construites aussi sur un vécu. Et les accidents de la vie, les blessures, les traumas que des fois certains essayent de cacher, au final pour moi sont un véritable terreau. Alors pas que pour moi, il y a une citation de Thich Nhat Hanh que j'aime beaucoup, c'est un moine zen qui dit: «No mud, no lotus». Ça veut dire pas de boue, pas de lotus et ce que je trouve merveilleux, c'est de faire en sorte que notre boue, qui est la métaphore de nos ennuis, nos problèmes, nos traumas, nos blessures, nos défis, d'en faire un bel espace pour déployer un jardin, flamboyant, un lotus, tout ce qu'on veut. Moi, j'ai des bougainvilliers autour de moi, des dipladénias extraordinaires. Oh génial, Ah, trop beau. oui, j'ai aussi parce que j'ai des phases maniaques sur différents points d'intérêt, donc en ce moment, je suis en phase fleurs, mais ça Bah fait bien 2-3 ans que ça dure ça, donc j'en ai absolument partout. on C'est a une vraie vraiment jungle pas ici. la même vie quand on vit dans le sud. Bon sang de bonsoir. Moi, je suis à Paris et il y a pas de bougainvilliers. Ah oui, alors moi après il suffit d'avoir comment dire? Une grosse vitre plein sud et ça peut parce que j'en ai un qui fleurit tout l'hiver à l'intérieur et c'est du coup, pour l'instant, je le laisse dedans, c'est vraiment incroyable. J'en ai un autre dehors, j'en ai 2 autres dehors. Bon bref, on pourra se refaire un podcast sur les plantes, mais
Au-delà donc dans Ostaconf, c'est moi j'ai envie que les gens subliment aussi ce qui leur est arrivé. Donc il y en a par exemple qui vont parler de leur burn-out et aujourd'hui ils sont dans l'accompagnement des gens sur les transitions de vie, sur la reconversion pro. Donc le fait de sublimer, de comprendre tout ce qu'on a pu tirer d'une épreuve, ce que et qu'on en ressort quelque part plus grand ou plus développé ou plus sage, tu vois, qu'avant. Et c'est cette mécanique-là qu'on a aussi dans un truc qui s'appelle le voyage du héros. Je sais pas si tu en as déjà entendu Oui, parler? Mais c'est une structure qu'on a dans le développement personnel comme dans la plupart des fictions au final, c'est, la mécanique de l'histoire du héros. On est le héros, vous êtes le héros et on tombe, on a des épreuves et on cherche du coup des choses pour se relever, pour aller mieux, pour et ça nous amène à découvrir des champs de vie incroyables et après déjà on se répare, résilience et puis au-delà de la résilience, je sais pas, je pense à Boris Cyrulnik qui a évidemment beaucoup parlé de la résilience, mais il vient du oui. trauma très, très lourd et ça a construit, le psychiatre qu'il est aujourd'hui, tu vois? Le psychiatre, l'auteur, l'éthologue, et donc l'idée c'est d'assumer ça, de pouvoir même le partager tel que on le fait ensemble aujourd'hui. Une fois quand même que c'est sorti, parce que des fois quand c'est en plein dans le truc, c'est pas évident, d'en parler, mais quand on a passé le gros, l'ouragan et qu'on a reconstruit derrière, bah, de dire aux gens: «Bah, voilà, si vous avez aussi des ouragans qui passent dans votre vie, voilà des beaux exemples de chemin, on peut en faire quelque chose». Quand tu dis: «On se relève de tout», moi j'ai envie de dire: on peut se relever de beaucoup de choses et déjà juste psychologiquement de savoir que ça peut être un terreau et on sait pas ce que ça va donner. Donc mais des fois, enfin moi en fait je regrette pas les énormes épreuves de ma vie, je les regrette pas, c'est bizarre. Non, moi non plus. Enfin, Jamais, jamais je regretterai les épreuves de ma vie. C'est là où on apprend le plus quand on réussit, quand, tout va bien, on n'apprend rien. ouais. C'est pas là que ça se joue. Mmh. Donc tu as là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. C'est dans ces moments-là qu'on apprend tellement aussi sur nous-mêmes, sur Ouais, nos capacités, on parle de développement personnel, mais en fait, juste de savoir, s'analyser et faire preuve de discernement sur nos choix, nos états d'âme. ouais, 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 ouais. Heu, mmh, ouais, ouais, complètement. Où est-ce qu'on peut, parce que je sais que tu lances bientôt, une nouvelle, session pour Ostaconf qui est encore plus massive. Où est-ce qu'on peut, justement avoir les infos? Alors du coup, bah, sur mes réseaux sociaux encore une fois, sur Instagram et puis, de bien s'abonner comme ça on reçoit, ma newsletter aussi sur mon site web, donc benjaminnerial.com et de se tenir au courant puisqu'effectivement on va refaire un petit lancement. Là, je suis en cours d'accompagnement de la deuxième cohorte qui va monter sur scène le 16 juillet à Paris. Oui, Donc mes c'est génial! 10, heu, mes 10 étoiles actuelles, on a réservé un théâtre un peu plus grand encore qui s'appelle Le Passage vers les étoiles. Ça, Oh c'est cool. waouh! Un 200 places, donc on va avoir un petit défi, bah, de remplir la salle, de faire un bel événement, qu'ils arrivent avec des jolis confs, que moi aussi je délivre. Ça sera un événement qui s'appelle Ostaconf dans lequel je vais aussi délivrer, moi comme maître de cérémonie un petit peu, mais, délivrer, bah, tout l'enseignement pour que les gens qui viennent vivre cette journée voient les exemples, donc les résultats et puis viennent vivre l'inspiration. Et comment est-ce qu'eux, ils peuvent s'imaginer aussi donner leur conf? Parce que j'ai cette espèce de croyance profonde, de certitude que c'est pas réservé, ça à tous les conférenciers pros, ont le complexe de supériorité de: «Non mais attendez, un conférencier, ça apprend, c'est des années d'écriture, des années d'entraînement». Alors oui, mais à un moment donné, il y a un départ et monter sur scène, prendre un micro, bah, des grands timides, des gens qui se sentent, c'est extraordinaire des fois ce que ça peut donner. On l'a vécu avec la première, c'était fou. Le 6 avril à Paris, à l'Apollo Théâtre, il y avait la première session et là, il y aura la deuxième donc le 16 juillet et fin juin, début juillet, je vais rouvrir les portes pour une troisième qui débutera en septembre. Donc je commence à prendre des inscriptions pour la troisième. Allez les voir le 16 juillet ou inscrivez-vous si ça vous intéresse. Moi, je serai là, en tout cas, pour soutenir, tes élèves et puis ton événement de manière, générale. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été, Mmh. sur Wellness Impact. Je suis trop contente de cet échange et merci encore pour ce que tu nous as confié. C'est un vrai cadeau. Bah, avec grand plaisir, un immense plaisir. Merci à toi. Et surtout, j'allais oublier, si vous avez aimé l'épisode,
Hein, on sait ce qu'on fait, on laisse un petit like et surtout on s'abonne à la chaîne YouTube ou on laisse un petit avis, une petite étoile sur Spotify et Apple Podcast. Ça m'aide, vous savez pas à quel point ça m'aide. Ça me donne de la force. Donc pensez-y. Salut. Salut, salut.